Bonjour. Alors, qui pour informer, comment informer, et pour qui, pourquoi, dans quel objectif? L'actualité nous offre chaque jour un nouveau terrain d'étude. J'aurais pu commencer évidemment par la pandémie, mais les événements en Ukraine nous montrent que ce n'est pas seulement une guerre d'armes qui a lieu, mais une guerre d'information. Dans ces deux cas, et dans bien d'autres encore, comme nous le verrons plus tard, les citoyens que nous sommes sont tous abreuvés d'images, de propos, de chiffres, de vidéos et d'affirmations contradictoires. Les vidéos amateurs côtoient celles des reporters assermentés, avec leurs brassards et leurs cartes de presse. Et parmi eux, certains travaillent pour des organes d'influence, comme RT News, la chaîne d'information russe pro-Poutine. Rien de nouveau, me direz-vous, la presse d'opinion a toujours existé, et en temps de guerre et de crise, elle prend vite les atours de propagande. Mais aujourd'hui, tout va plus vite, tout est démultiplié parce que nous sommes dans l'ère du numérique. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres que vous connaissez peut-être, mais ils donnent toujours le vertige quand on se penche dessus, quand on les rappelle. Chaque jour, il y a 8 milliards de vidéos qui sont vues sur Facebook. YouTube, qui est le premier moteur de recherche pour les 18-25 ans, eh bien, il y a 80 000 vidéos qui y sont regardées chaque seconde. Il y a 720 000 heures de vidéos qui sont ajoutées sur YouTube chaque jour, c'est-à-dire 30 000 heures de vidéos chaque heure. Alors nous, citoyens, on ne sait plus qui dit vrai, qui détient la vérité, et on ne fait plus confiance. Certains soupçonnent même le journaliste, parce que justement il est journaliste, de ne pas dire la vérité. Dans les manifs anti-pass sanitaire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une image comme ça qui a beaucoup circulé. Le reporter de LCI, Pierre Larouturou, se fait prendre à partie par une femme qui lui dit « Mais ça ne sert à rien de se parler, on ne se comprend plus ». Alors, on ne se comprend plus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi aussi, vous, n'importe qui, on peut produire de l'information en direct, sans intermédiaire, sans argent louche, sans influence, sans lobby, sans pub. Et on se dit, je vais écrire sur les réseaux sociaux, raconter ce que j'ai vu, ce que je pense, et donc ce sera vrai. Mais du coup, comment s'y retrouver? Comment se parler, et puis comment se comprendre? Comment comprendre où est la bonne information? Oui, parce qu'il existe une bonne information, une information saine. J'ai fait la relation avec l'alimentation. Aujourd'hui, on se dit, j'aimerais bien savoir ce que je mange, est-ce que c'est bon, comment ça a été produit, où ça a été transformé, qui a amené ça dans mon assiette. On se pose beaucoup de questions sur l'alimentation, mais sur l'information, est-ce qu'on s'en pose autant? Alors je pense que comme l'alimentation, il y a une bonne information. Et c'est ce qu'on apprend justement dans les écoles de journalisme. C'est un truc tout bête, la base. On appelle ça les 5 W, les 5 Q. Alors, W en anglais, c'est-à-dire why. La première question, c'est d'abord what, c'est quoi? Who, c'est qui donne cette information? When, c'est quand? Where, c'est où? Et on dit aussi how, parfois, c'est-à-dire c'est comment. Et puis on peut se poser la question du why, c'est-à-dire pourquoi on donne cette information. C'est devenu très important, cette question. Alors ce sont des questions toutes bêtes, des évidences qu'on peut oublier parfois le soir quand chez soi, on scrolle, comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et un petit chiffre encore intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 38% des Français utilisent les réseaux sociaux pour s'informer et 53% d'entre eux partagent l'information sans même avoir lu le papier en entier, juste avec le titre. Alors on partage, on retweet un message, on prétend donner une information sans se poser cette question toute bête, mais qui est cette personne pour affirmer ça? D'ailleurs, j'y pense, Amandine a fait une présentation, mais c'est vrai, qui je suis? Qui suis-je pour vous parler aujourd'hui? Quelle crédibilité j'ai? Alors, c'est vrai que je suis directrice d'une grande école de journalistes qui a été fondée par un résistant après la Deuxième Guerre mondiale, Philippe Vianney. Et lui, ce qu'il voulait faire, après des décennies de propagande qui avaient mené à la guerre, c'était justement former des journalistes indépendants, rigoureux, avec une éthique, une déontologie. Mais je suis aussi une journaliste formée il y a 25 ans dans cette école, j'ai une carte de presse, et j'ai été, et je pourrais le redevenir, une reporter de terrain. Et c'est tout d'abord avec cette casquette que je voudrais m'adresser à vous. Parce que j'ai essentiellement travaillé, exercé ma profession dans l'audiovisuel.
Donc le hard news, comme on dit, le journal de 20 heures, où il faut réagir très très vite, faire des choix, puis ensuite sur un temps plus long pour renvoyer spécial, mais aussi pour des documentaires d'investigation et des documentaires sociétaux. J'ai été rédactrice en chef, c'est-à-dire que j'ai encadré des journalistes pour que eux-mêmes fassent les bons choix et se posent les bonnes questions et vérifient l'information. Et puis, j'ai créé une société de production indépendante, qui est toujours indépendante, pour laquelle nous avons donc eu des prix prestigieux comme l'Albert Londres. Alors je dis pas ça pour me vanter, mais pour vous dire que j'ai quand même une petite expérience qui va me permettre de vous raconter des histoires vraies. Parce que le terrain, ça a été longtemps la garantie de la vérité, une sorte de label rouge, surtout en télé. J'ai toujours été très étonnée par les sondages, quand on sondait les Français sur leur confiance en les médias, ils n'avaient pas très confiance en la télé, pourtant je vous assure en télé, c'est vraiment plus compliqué de bidonner un reportage. Mais ça, c'était avant, parce que maintenant, c'est plus compliqué que ça, avec l'ère du numérique. Effectivement, ça a tout bouleversé. Avant, il y avait une sorte de verticalité dans la production de l'information. Un journaliste fait son enquête au téléphone, sur le terrain, il recoupe les informations, il confronte plusieurs sources, il restitue l'information de manière rigoureuse, objective, digeste et agréable si possible. Elle est mise en forme par un média, un éditeur, et elle est proposée à ce qu'on pourrait appeler un consommateur, c'est-à-dire un lecteur, un auditeur, un spectateur. Mais aujourd'hui, le numérique a permis un nouveau schéma, c'est-à-dire l'horizontalité. Et donc, moi, je vous propose de voir si cette horizontalité, tous journalistes, fait du bien à la formation et aux citoyens que nous sommes. Alors, j'ai envie de faire un grand 1. Oui, ça fait du bien. Un grand 2, ben attention. Et puis un grand 3, on fera une petite synthèse. Alors, tous journalistes, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je décide en tant que citoyen d'apporter une information à d'autres personnes. C'est d'abord la technologie qui a permis ça. Moi, quand j'ai commencé à TF1, acheter une caméra, ça coûtait très très cher, c'était impossible. Puis après, il y a eu les petites caméras DV et puis les appareils photo qui font des vidéos. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'acheter ce matériel, en gros, surtout qu'on peut aussi faire des images avec des smartphones. Donc l'arrivée des smartphones a changé aussi le format. Il a pu devenir vertical, alors que donc la diffusion de l'information devenait horizontale. Et des citoyens se sont découverts une âme d'enquêteur. Plus besoin d'aller sur le terrain, avec Internet est apparu un nouveau métier, le data journalisme. Pour le data journaliste, eh bien son terrain, c'est Internet. C'est quelque chose qui s'apprend dans les écoles désormais, c'est assez nouveau, mais que pratiquent très aisément des citoyens aguerris. Et ça a permis de décupler les sources d'information. Alors pourquoi ne pas en faire une force ? Et là, je prends ma casquette de productrice et de rédactrice en chef. J'ai développé avec Aude Favre, qui est une journaliste qui aurait dû être là, d'ailleurs, elle avait été invitée, mais on travaille ensemble, donc je vais un peu parler d'elle. Elle est devenue spécialiste, en fait, de la traque des fake news, et elle a constitué une rédaction citoyenne à travers le monde de citoyens qui, justement, font des recherches sur le numérique. Donc sur la plateforme Discord, donc elle a tout un réseau de citoyens, ils font tout un autre métier et eux se sont spécialisés dans la recherche des sources d'informations qui sont postées sur le net. Et je vous propose de regarder un petit extrait pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Salut à tous. Bonjour. Hello. Je peux savoir ce qui vous a motivé à rejoindre la rédac? Dans le fond, je suis quelqu'un qui aime aller au fond des choses. Puis quand je vois des personnes qui disent n'importe quoi et qui essaient de surfer là-dessus, j'aime pas ça. J'ai découvert un univers de complot, de paranoïa qui m'a fait froid dans le dos et que j'ai envie de combattre. D'accord. Bon, écoutez, on va s'y mettre. Au bout de quelques jours, un membre de la rédaction citoyenne me contacte. Il est spécialiste de l'investigation en ligne. Salut. Salut, El Rigolo. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu nous appelles d'où du coup là? Alors du côté de Neuch en Suisse. De Neuch? Châtel. Ah, Neuch. Du côté de Neuch. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis informaticien. J'ai en fait un peu croisé les sources sur Internet disponibles publiquement, LinkedIn, CV, réseaux sociaux, ce genre de choses. Les données qu'il a trouvées, El Rigolo les a compilées puis il les a insérées dans un logiciel pour en faire une grande frise chronologique.
une sorte de ligne du temps qui permet d'avoir un regard global sur le parcours de notre youtubeur. Ce travail minutieux lui a pris plusieurs jours. Alors ces journalistes 2.0 apprennent sur le tas en quelque sorte leur métier. Et grâce à eux, nous avons pu démontrer que de nombreux propos tenus par des influenceurs santé, par exemple, pendant la pandémie, étaient faux. Donc c'est bien d'avoir une armée de citoyens enquêteurs. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais selon une étude américaine, une information met 2 heures à être validée sur Twitter, et une infox, c'est-à-dire une fausse information, met 14 heures à être démontée. Donc c'est 7 fois plus de temps pour le mensonge. Donc on n'est jamais trop nombreux. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre, si vous voulez. Bon, mais moi, je me pose une question. Lorsque le documentaire sera diffusé sur Arte, est-ce que ça va convaincre les gens de mieux vérifier leurs sources d'information ? Ça va être compliqué parce qu'en fait, ceux qui n'y croient plus ont déjà coupé les ponts et donc ils ne regarderont pas cette série. Ils ont migré vers d'autres tuyaux d'information et vers des citoyens, justement, qui ont créé leurs propres médias, qui revendiquent une certaine subjectivité et un journalisme d'opinion. Et alors, on arrive aujourd'hui à une atomisation de l'information, avec tout un tas de sites, encore une fois, on ne s'y retrouve pas. Alors, comment peut-on s'assurer que l'information est saine, sourcée ? C'est là où nous arrivons aux limites de l'horizontalité. Car si tout le monde peut donner de l'information, alors est-ce que l'information a encore de la valeur ? Et si toute information se vaut, alors que vaut un journaliste ? Quelle différence fait-il avec un kidam qui pense donner une information ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on confond souvent information et opinion. Sur Facebook, par exemple, 60% des internautes qui partagent une information ne vont pas plus loin que le titre. Ils la partagent parce que, rien qu'avec le titre, ils ont compris qu'ils étaient d'accord. Et si cette information est arrivée sur leur fil, sur le mur, c'est grâce aux algorithmes. Alors, les algorithmes, on en parle souvent, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est ? Je vais essayer de résumer ça très simplement. C'est une combinaison, les algorithmes, qui va, à partir d'éléments qu'on laisse, comme notre âge, notre genre, là où on va en vacances, nos recherches, va donc déterminer un profil. Ça sera un petit peu, et du coup, va déterminer quelle information pourrait vous intéresser. Ce sera un petit peu comme un facteur qui parlerait avec vous tous les jours, qui connaîtrait votre vie parfaitement et qui mettrait dans votre boîte aux lettres uniquement des publicités ou des informations qui pourraient vous intéresser. Alors c'est pas une machine qui les invente, ce sont des hommes qui font ces combinaisons. Et au départ, c'était pour aller plus vite, par exemple, pour remplir un avion, un train, etc. Mais les réseaux sociaux les ont utilisés différemment pour justement créer des profils et arriver à livrer des informations ciblées aux internautes. Alors, c'est quoi le but des réseaux sociaux ? C'est pas de vous livrer une information la plus vérifiée possible. Les réseaux sociaux, leur but, c'est de vous capter, que vous restiez connecté sur ce réseau social. Et pour ça, c'est pas une information qui va vous faire rester, c'est une émotion. Et là, je vais vous raconter une expérience assez fascinante qui a été réalisée par un confrère à moi, Jean-Bernard Schmitt, qui est d'ailleurs l'auteur avec Thomas Houchion d'un livre dont je vous reparlerai et que je vous conseille fortement, ça vient de sortir, Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Et il a mené avec des étudiants en journalisme de Sciences Po une expérience assez intéressante il y a quelques années. Chacun a créé un profil assez, caricatural. Donc il y avait un profil gilet jaune, un profil LR, plutôt un sympathisant socialiste, un sympathisant LREM, et puis ils ont alimenté leur réseau social, mais comme une personne normale, franchement, en postant en partageant quelques articles de temps en temps, mais qui allaient dans le sens de leur opinion imaginée. Et on voulait montrer comment on peut se faire happer par les réseaux sociaux. Et en fait, très très vite, ils se sont retrouvés dans ce qu'on appelle une bulle informationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne recevaient plus que des informations qui allaient dans leur sens, qui alimentaient leurs arguments. Et là, il s'est passé un événement qui a démontré en puissance 10 000 ce qui était en train de se passer. Cet événement survient le 15 avril 2019, Notre-Dame s'enflamme. Les caméras du monde entier sont là. Franchement, tout le monde est là pour filmer ce qui se passe, pour poser des questions aux gens. Les badauds aussi sont là. Et ils postent des réseaux sociaux et ils mettent des commentaires. Et tout ça va circuler à une vitesse folle parce que là, on est vraiment dans un événement très, très chargé émotionnellement. Et sur les
profils des infiltrés, les algorithmes trient et proposent une lecture que vous allez voir totalement différente de l'actualité. Sur le fil Facebook du profil LR, on pleure le sort des chrétiens des églises. Sur celui de LREM, on accuse rapidement les gilets jaunes d'être responsables de l'incendie. Sur les profils des gilets jaunes, on y voit la main de Macron pour détourner l'attention de l'opinion des mouvements des gilets jaunes. Et sur le profil du Rassemblement national, on dénonce un acte terroriste et on accuse les musulmans. Ça a l'air caricatural, mais c'est vrai. Donc cette expérience est racontée donc dans ce livre et donc ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas une information que les gens ont partagée, c'est une opinion. Alors, peu importe si cette opinion repose sur de fausses informations et des mensonges, et même si ces mensonges font ressurgir de vieux démons, des tabous, c'est ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. Et là, je vais vous montrer un deuxième extrait dans quelques minutes, en quelques secondes, d'un autre programme que je produis pour France Télévisions qui s'appelle La Fabrique du mensonge. Et nous avons étudié sur les réseaux sociaux la diffusion de fausses informations, la manipulation de l'opinion, et nous avons pu prouver qu'il y avait une résurgence en fait des propos antisémites à la faveur de la pandémie. Je vous propose de regarder un nouvel extrait. On accuse les femmes, comme les juifs, d'aimer l'argent, d'aimer le pouvoir, de ne pas être fiables, de faire preuve d'une certaine hystérie, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on est une femme juive, quand on vous prête un certain pouvoir, quand on vous accuse éventuellement de faire partie d'une certaine élite, alors on cumule dans votre identité plein de marqueurs de la boîte de Pandore antisémite. Les attaques ne s'arrêtent pas là. Elles réveillent des mythes antisémites encore plus anciens. 6 jours à peine après la diffusion de la vidéo de Catantonio, le 23 mars à 14h12, un message en particulier se propage sur Twitter. Publié sur un compte anonyme d'extrême droite, il est partagé 700 fois et liké par près de 1300 personnes. Pendant que Buzyn refusait de fermer les frontières, son mari Lévy empêchait Didier Raoult de publier ses résultats, tandis que Jérôme Salomon liquidait notre stock de masques. Mais bon, officiellement, l'empoisonnement des puits au moment de la peste relève du mythe. Dès qu'on voit apparaître les accusations d'empoisonnement de puits, c'est quelque chose qui est tout de suite doit attirer l'oreille, parce que c'est une référence aux Juifs qui étaient accusés, notamment autour de 1100 et quelques, d'empoisonner des puits pour essayer de nuire aux chrétiens de l'époque. Et cet empoisonnement de puits est quelque chose qui, pendant des siècles et des siècles, a été un marqueur antisémite vraiment flagrant, qui active dans l'imaginaire de ceux qui le véhiculent instantanément tout un référentiel antisémite extrêmement toxique. Alors à l'origine de ces informations, il y a jamais beaucoup de monde. Mais en revanche, elles se diffusent très vite et elles touchent énormément de monde. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite et qui a montré que seulement 12 internautes sont à l'origine de la majorité du contenu de désinformation à propos de l'épidémie de la vaccination. Alors, quelle est la conséquence de cette toute-puissance des opinions ? Quand tout le monde veut avoir raison, plus personne n'a le privilège, le monopole de la vérité, et le journaliste qui prétend la détenir, devient l'ennemi. Et là, je voudrais vous faire part, moi j'ai vécu 4 ans au Brésil, au moment de l'arrivée, de l'émergence et de l'élection de Jair Bolsonaro, qui a été élu en grande partie grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il a fait campagne sur WhatsApp essentiellement et sur Facebook. Et voyez du coup comment il se comporte avec les journalistes, puisqu'il n'en a plus besoin. Et je vous montre un dernier extrait. Domingo, 9h55 da noite. Acabamos de atingir 10 milhões de curtidas no Facebook. O Brasil é nosso. Valeu, pessoal. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. La Folia de Sao Paulo, c'est l'équivalent du Monde. Donc quand des hommes politiques s'attaquent aux médias de cette façon, on vérifie souvent, ce ne sont jamais de grands démocrates.
Donc je vais reprendre ma casquette de directrice et de responsable du CFJ. Et je viens juste de prendre mes fonctions et évidemment, on se pose cette question. Enfin, il y a des enjeux énormes aujourd'hui quand on forme des journalistes qui aujourd'hui doivent faire face aux mensonges, à la violence verbale, parfois physique aussi, et puis à la concentration de certains grands médias. Et en France, il y a une crise de confiance. La crise des Gilets jaunes a mis en avant cette coupure. On a dit que les journalistes appartenaient à l'élite. Alors c'est vrai que les journalistes, souvent, ils entrent dans les écoles, ils ont déjà une licence. Ils sont ce qu'on appelle à Bac+3, ils font un master, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de culture historique, de notion du droit. Mais les écoles sont conscientes de cette coupure. Et donc on se pose beaucoup de questions, comment diversifier les profils. Le concours, par exemple, a été réformé pour qu'il y ait plus ces épreuves écrites et qu'on soit plus sur l'oral. Mais il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est cette base, c'est comment on recoupe l'information, qui parle, où cette personne a parlé, qu'est-ce qu'il s'est dit, pourquoi elle l'a dit, la hiérarchie de l'information. Ça s'apprend dans les écoles de journalisme. Alors on essaie de s'ouvrir aussi, on fait ce qu'on appelle la validation des acquis pour des journalistes qui ont appris sur le terrain, parce qu'ils ont aussi des choses à raconter. Et puis, voilà, on fait passer des tests. Et puis, eux aussi peuvent avoir accès à une carte de presse s'ils répondent à des fondamentaux, c'est-à-dire comprendre qu'une information doit être sourcée, recoupée, signée, hiérarchisée, complète, assumée. Et vous aussi, en tant que citoyen, ce sont des réflexes que vous pouvez avoir. Moi, je vais donc chaudement vous recommander, pour finir encore une fois, ce livre. Et je vais aussi citer un de ses passages. Jean-Bernard Schmitt et Thomas Huchon parlent d'enjeux civilisationnels. La crise de l'information, c'est d'abord le signe d'une crise de société. Il dit « Les infox servent à construire des récits idéologiques, des narrations alternatives qui sapent méthodiquement les fondements de la démocratie. » Et il cite la philosophe Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, écrit en 1951. L'homme pour qui la distinction entre fait et fiction et entre vrai et faux n'existe plus devient le sujet idéal du règne totalitaire. Donc oui, savoir démêler le vrai du faux est devenu un enjeu civilisationnel pour ne pas tomber sous le joug des semeurs de troubles. Alors, avec tout cela, je n'ai pas répondu aux autres questions essentielles. Where, où sommes-nous? Le Mans, une ville où je suis née et où j'ai grandi et où mon rêve de devenir journaliste a mûri. When, quand? Un samedi ensoleillé de 2022 où l'information est un enjeu majeur pour nos démocraties. Et why? Parce que je crois que la connaissance peut sauver le monde. Alors merci au Carrefour de la Santé de permettre ces échanges et ces rencontres et merci de votre attention.